À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis de Radio Cité, chères auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps. Et oui, encore une fois, au Cercle des dirigeants d'entreprise. En ce moment, j'ai un abonnement, je crois, lors d'une magnifique conférence à l'hôtel Président. Et là, j'ai écouté, et je pensais à ce moment-là déjà avoir une interview, mais c'est quelqu'un qui est un peu occupé, qui a eu ce soir-là une urgence, qui a dû partir. Donc, on a reporté ça un peu plus tard. Et je suis très heureux de l'accueillir à la maison, chez moi. Merci beaucoup de me recevoir. Et puis, dans ce cadre-là, je vous présente donc celui que vous venez d'entendre, c'est Patrick Delarive. On a eu 5 minutes avant même la conférence, et j'ai remarqué quelque chose qui pour moi est essentiel. Il y a des gens que quand on les regarde au fond des yeux, on a le sentiment qu'ils entendent encore le rire d'enfant. C'est un très beau compliment. On m'a jamais dit ça, mais ça me touche beaucoup, et je pense qu'on a on reflète certaines choses qu'on a à l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai une partie très enfant en moi encore, dans tout ce que j'entreprends sur un plan social, sur un plan professionnel. Au moment où vous me posez cette question, je m'imagine enfant dans un bac à sable avec mes jouets et des copains. Je vais au gré de mes envies, m'intéresser à certains objets ou à certaines personnes, mais pas de manière intéressée, avec une volonté d'être dans l'échange. C'est peut-être ça qui est plus dans le contrôle aujourd'hui. L'enfant fonctionne de manière complètement spontanée, et puis l'adulte est bien entendu plus réfléchi. Ce que j'aime beaucoup avec l'enfant, c'est qu'en fait j'ai réalisé au fil du temps, moi, l'entrepreneur que je suis, qu'en fait, j'avais une fausse croyance. J'avais une croyance et je le disais, au fil de mes rencontres, au fil de conférences que je donnais, de cours que je donnais. J'ai dit pendant très longtemps, écoutez, il y a des entrepreneurs et puis il y a des employés, quel que soit leur niveau. Le CEO d'une grande banque ou d'une multinationale, c'est un employé. Et je pensais qu'il y avait une espèce d'ADN, qu'on était fait pour l'un et pour l'autre. Et puis, au fil du temps, je me suis posé beaucoup de questions, comme je le fais systématiquement sur ce sujet. Et puis, j'ai réalisé que les enfants, les miens et ceux que j'ai pu observer, de manière innée, sont entrepreneurs. Vous prenez un enfant de 2 ou 3 ans, vous le mettez dans un bac à sable, vous le mettez sur une plage, vous le mettez devant un dessin, devant des Legos, devant peu importe. L'enfant va être complètement créatif, entrepreneur et trouver des solutions à tout. Et c'est dès que cet enfant rentre dans le système, et le premier système s'appelle le système scolaire, que l'enfant rentre dans une boîte. On le met dans une boîte. Le système veut que les gens se ressemblent. Je pense qu'il y a un facteur rassurant pour ceux qui dirigent le système. On veut le reflet de soi-même, on veut pas un reflet opposé. Et dès que l'enfant va rentrer dans le système, il va être formaté. Est-ce que c'est pour ça que je crois me souvenir que vous n'avez pas traîné longtemps à l'école ? Rétroactivement, je peux pas le dire. L'école, ça a été une période de souffrance pour moi. Ça a été une période de souffrance où ma créativité était... que ma créativité et les questions que je posais étaient systématiquement balayées parce que j'étais ainsi fait, je suis ainsi né, avec des parents très jeunes, en Suède, au début des années 60, dans un pays qui avait déjà beaucoup plus d'ouverture que le sud de l'Europe, et plus on va vers le sud, plus il y a de rigidité, de principes et de coutumes. Et je pense qu'avec des parents très jeunes, probablement sans aucun doute naïfs, dans un pays où il y avait une liberté d'être, sans avoir besoin de paraître, je pense que ça m'a amené chez moi une forme d'énergie qui a été très très dure à l'âge de 6 ans quand je suis arrivé en Suisse. Je crois me rappeler aussi que là, vous êtes parti un petit peu en faisant des petits boulots à droite à gauche, c'est très formateur.
Oui, j'ai quitté l'école à 15 ans, mais déjà avant ça, à partir de l'âge de 13 ans, à partir de l'été qui a suivi mes 13 ans, je suis né en janvier, donc là, j'avais 13 ans et demi, j'ai clairement dit à mes parents que je voulais plus partir en vacances avec eux, que les week-ends m'intéressaient pas, je voulais pas aller à la montagne, je ne voulais qu'une seule chose, c'était travailler. Et seul, je suis parti frapper aux portes et pour trouver des petits jobs, avec une impatience d'arriver fin janvier de l'année suivante, le jour de mes 14 ans, où je me suis acheté un vélomoteur. On n'a pas voulu me le payer parce que c'était trop dangereux. J'ai dû acheter mon vélomoteur, et ce vélomoteur m'a donné une énorme liberté, dont la liberté de travailler encore plus, parce que ça m'a permis de commencer à faire des livraisons de fleurs, des livraisons de commandes de la part de clients et des fournisseurs. Et c'est là qu'à travers les gens, à travers le monde, on se trouve soi-même, je pense. Surtout, on trouve finalement un peu de reconnaissance, parce que j'arrive ici à 6 ans, j'arrive en Suisse à 6 ans, je parle pas un mot de français, j'ai un ADN qui est quand même très différent que l'ADN bourgeois vaudois, et de 6 à 10 ans, c'est jamais de très gros problèmes pour quelque enfant que ce soit. C'est après que ça devient un peu plus costaud. Mais je commence à rater mon entrée au collège, c'est déjà une chose. Ensuite, je vais d'échec en échec. Et un enfant en échec, d'abord c'est dur pour lui, parce que ça va toucher directement son estime en lui, qu'il est en train de construire, ou qui est très fraîchement construite. Et puis ça va, il va rapidement être le boulet pour les profs, pour les copains de classe, et pour les parents. Donc en travaillant, c'était vraisemblablement, c'était un peu une recherche d'oxygène, une recherche de vitalité. Je trouvais en travaillant une énorme reconnaissance par rapport à ce que je trouvais à l'école. Donc c'était gratifiant, et ça m'a beaucoup construit, ça m'a donné ça m'a beaucoup donné de confiance en moi pour la suite. Je ne parle pas d'estime en soi, celle-là, elle a mis du temps pour se réparer, mais de confiance en moi, parce que j'ai acquis la certitude très tôt, quand j'ai commencé à travailler à 13 ans, déjà à 17 ans, quand j'ai commencé mon apprentissage, j'avais fait 5-6 jobs avant, et j'ai réalisé à ce moment-là que tout était possible. Donc je suis devenu très rapidement un couteau suisse sur pattes. Et j'ai jamais eu peur de me lancer dans quoi que ce soit, parce que je pense que tout est possible. Alors tout est possible. Même quand je lis par inadvertance quand même 2-3 mots sur Google en me disant je vais quand même voir un petit peu. Dans les 100 premiers faiseurs de Suisse, ça fait comment de se sentir dans les 100 premiers de Suisse, alors qu'on est combien de millions déjà ? On est 6 ou 7 millions, 7 ou 8 millions, mais vous savez, quand on maîtrise les chiffres, on est toujours le premier de quelque chose. Hein. On a le plus grand nombre d'employés, on a le plus gros chiffre d'affaires, on a le plus gros bénéfice. C'est une question. On est dans une société où on pense que la taille compte. Alors que c'est peut-être pas forcément ça. Enfin voilà, moi je me demande quel jour je l'aurais pris si on m'avait donné cette étiquette. Oui, on me l'a donné. Je pense que cette reconnaissance qui est venue par les médias à certaines périodes de ma vie, que ce soit le classement des 100 personnalités qui comptent en Suisse, que ça soit d'avoir été finaliste dans la compétition entrepreneur de l'année, que ça a été de rentrer dans le classement du bilan 300. Tout ça correspondait à un besoin vital que j'avais à l'époque, parce que j'avais pas encore guéri mes blessures, donc j'avais en moi un puits sans fond, que j'avais besoin de nourrir avec un besoin de reconnaissance, mais vu que c'est un puits sans fond, ça me faisait absolument rien. Et ça m'a même amené à faire des choses que j'ai pas faites pour les bonnes raisons, des affaires dans lesquelles je me suis lancé à la recherche de visibilité, de reconnaissance, alors que que c'était pas le bon moment, ou que j'aurais pas dû le faire. Donc j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs de ce genre-là. Et puis, quand je prends certains classements, comme le bilan 300, quand le bilan 300 a décidé de me rentrer dans les 300 personnalités les plus riches de Suisse, c'était une année en plus où je divorçais, donc ça m'arrangeait pas forcément d'être dans ce classement. Et puis surtout, j'avais pas de légitimité. J'avais pas les 100 à 200 millions dont ils parlaient. Et je leur ai appelé pour leur dire, écoutez, je dois pas être dans ce classement pour l'instant. Alors j'ai pas dit je veux pas être dans ce classement du tout, j'ai dit pour l'instant parce que je suis en train de divorcer, ça m'arrange pas, c'est pas le moment où je dois rouler les mécaniques avec ça. La vérité, c'est que j'aurais dû leur dire que j'étais pas éligible.
Mais j'ai laissé faire parce que ça m'a donné une petite reconnaissance de moment, ça m'a fait rentrer dans un petit club, mais ça m'a amené que des emmerdes, des sollicitations, des remarques. Encore aujourd'hui, dimanche dernier, je faisais une émission sur la RTS en direct l'après-midi. C'est la première question qui sort. Vous êtes un des 300 plus riches de Suisse. Non, j'ai été dans ce classement. J'ai demandé avec beaucoup d'énergie en sortir à un moment donné. Ils ont accepté de le faire. Et j'étais très heureux de ça parce que c'était la seule chose dans ma vie avec laquelle je n'étais pas en phase. C'est intéressant parce que j'en connais quelques-uns et vous en connaissez d'autres. Des gens qui finalement s'enrichissent à l'extérieur pour cacher leur propre pauvreté intérieure. Et ça devient des emmerdeurs pour la planète entière. Et en plus, ils exercent sur les autres, ils essaient d'exercer un pouvoir sur les autres qu'ils n'ont pas vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça, c'est une catégorie de richesse que j'exècre. Forcément. Maintenant, il y a une richesse aussi qui part d'un besoin de richesse intérieure que petit à petit on construit, qu'on assume. Et il y a un moment où peut-être que cette richesse intérieure commence à s'exprimer vers l'extérieur et qu'elle commence à rayonner, peut-être aussi en enrichissant un peu les autres. Oui, je pense que c'est le fruit d'années, c'est le fruit d'un travail sur soi-même. Il y a une citation que j'ai entendue il y a quelques temps et qui m'a bien amusé. Alors, ça généralise, et j'aime pas généraliser, mais qui disait qu'un héritier ou un gagnant du loto est quelqu'un de pauvre qui a beaucoup de cash et qu'un entrepreneur est quelqu'un de riche qui a pas un rond. C'est assez parlant. Je pense que c'est aussi une question de maturité, c'est une question de travail sur soi-même, et le travail sur soi-même, c'est se remettre en question. En se remettant en question, on fait un travail sur soi-même. Et c'est cette manière de faire que j'ai toujours pratiquée, c'est de me poser des questions sur tout. Je me pose des questions sur tout. Et quand vous vous posez des questions sur tout, donc vous vous remettez en question, ou vous remettez en question les choses, vous remettez en question le système, vous remettez en question des manières de faire, des manières d'être, et finalement vous-même, en remettant tout en question systématiquement. Alors, le désavantage, c'est que vous avez un cerveau qui est en permanence en ébullition, mais le gros avantage, c'est qu'en faisant ainsi, vous allez ouvrir des portes dans votre esprit, vous allez explorer de nouveaux territoires, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des opportunités, ça va vous ouvrir les yeux sur des choses évidentes qui étaient devant vous et que vous ne voyiez pas. Les questions, et celles que je vous pose là, ça va ? Elles sont très bonnes, vos questions. Alors merci, on continue avec une question qui est en fait une question rituelle dans Merci la vie. Si tu entends quelqu'un dire « Merci la vie », ou si en toi, tu t'entends dire « Merci la vie », comment ça résonne ? Pendant que tu étais en train de la poser, ou quand tu m'as parlé tout à l'heure du titre de ton émission, j'ai trouvé que c'était un très très beau titre. Je pense qu'une des grandes valeurs, une des grandes qualités d'un être humain, c'est d'être dans la reconnaissance. Et c'est d'être dans la reconnaissance pour la chose transmise, pour la chose acquise, pour la chose apprise. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a un rôle. Hein. Je te disais tout à l'heure que pour moi, le plus important dans la vie, ce sont les rencontres. Mais lors de ces rencontres, on a tous un rôle essentiel à avoir, un rôle premier à avoir, c'est d'élever la personne qu'on rencontre. Et moi, je m'en suis fait quasiment une mission. Alors d'abord de manière très, très consciente, maintenant de manière complètement inconsciente. Si j'arrive pas à trouver la manière d'élever directement la personne lors d'un moment, je vais lui transmettre une citation. Une citation que probablement il ne connaîtra pas, que moi j'ai jamais entendue ailleurs, mais que probablement il ne connaît pas. Et simplement cette citation, je lui la transmets, ça doit le faire dans le but qu'il réfléchisse, et surtout dans le but qu'il la transmette plus loin. Hein. Et donc je pense que c'est une manière de dire merci la vie, et alors je suis convaincu que c'est ce que je donne en permanence. La possession d'émotions rigidifie les gens qui savent pas dire je t'aime ou je t'aime pas. Garde toutes ces tensions à l'intérieur, parce que c'est une tension positive ou négative, mais ça reste une tension. Et au même titre que la possession de l'argent, c'est créer des drames, alors que l'argent n'a qu'une qualité, c'est de créer de l'énergie, donc il doit circuler. En fait, l'argent, c'est une énergie latente.
entre deux actions? Pas forcément. Ça peut être une énergie permanente. Moi, je compare à l'argent possédé qui ne circule pas, à un étang dans lequel l'eau va être stagnante, l'eau va être trouble, il y aura des moustiques, il y aura des animaux bizarres dedans. Et l'argent qui circule, c'est une rivière. Alors c'est plus froid, c'est plus glissant, c'est plus dangereux, mais les paysages changent à chaque minute. Donc restons plutôt sur la rivière, c'est plus sympa, Ouais, avec des petits moulins. voilà, absolument. Tu as présenté également un ouvrage, un livre, qui est ton premier livre. Moi, j'ai bien voyagé à travers l'histoire de ce que tu as raconté sur comment cet ouvrage a évolué, où finalement tu peux jouer de façon de trianguler avec des événements de ta vie, en y mettant peut-être des noms d'autres personnes, d'autres personnages, d'autres situations, mais toujours basé sur du concret, sur du réel. Alors, oui, mais c'est quelque chose que j'ai découvert après avoir écrit le livre, et après qu'il soit publié, en fait. Moi, j'ai un côté, ce côté enfant dont tu parlais, j'ai un côté extrêmement naïf. Je peux me lancer dans une aventure ou dans quelque chose, puis après me dire, waouh, ah ouais, je peux découvrir un jour la signification, l'étymologie d'un mot et rigoler en me disant, c'est à 60 ans que je découvre ça, quoi. Donc ce livre, je l'ai écrit de manière très spontanée, avec ma recette, qui est la mienne, à savoir que j'ai une intrigue qui est inspirée d'une histoire vraie, parce qu'il faut l'énergie d'une histoire vraie pour la construire. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça. Une chute que j'ai imaginée, et une chute un peu choquante, parce que j'aime bien choquer. J'aime bien choquer parce que ça sort les gens de leur zone de confort. Puis ça me sort moi-même. Quand on parle des autres, on parle toujours de soi. Donc ça me sort de ma zone de confort. Et entre-temps, il fallait noircir 300 pages. Si tu veux bien, je vais aller chercher le livre parce qu'il est à l'autre bout de mon salon. Voilà. L'extraordinaire vie, mort du père d'Arnaud Morel. Alors, vie a été barrée et puis on y met mort. Et puis moi, je ne l'ai pas lu parce que je voulais le découvrir en même temps que nos auditrices et auditeurs. J'ai juste corné une page, tu m'en voudras pas, mais tu sais déjà pourquoi quelque part, c'est la page 70, on en parlera plus tard. Faut que je regarde la page 70, je ne me rappelle plus. Alors je vais regarder maintenant cette page 70. Et puis, tu peux lire la première phrase de la page 71, ici. Le ventre plein, la remontée de l'avenue d'Ouchy, bien que pénible, est plus agréable que sa descente à jeun. Pour moi, c'est symboliquement très fort. On pourrait avoir des métaphores à ce sujet-là, à rallonge. En tout cas, voilà, c'est la seule phrase que j'ai lue de ce livre. Je pense que tu as ouvert le livre au hasard et tu es tombé sur cette phrase et il n'y a pas de hasard. Alors, il n'y a pas de hasard, mais un petit peu plus loin, j'ai retenu que tu parlais de la page 70 lors de ta conférence, que jusque-là, ça se déroulait de façon magnifique, tout avait l'air comme une autoroute devant toi, et puis d'un seul coup, page blanche. J'ai eu une page blanche et donc j'ai été chercher un peu d'aide chez un écrivain. Et cet écrivain m'a expliqué sa manière de faire, à savoir que tout ce qui va être décrit dans un livre doit être inspiré de sa propre vie. Donc quand je vais parler d'un appartement, quand je vais parler d'un hôtel, d'un restaurant, d'une chambre, d'une femme, d'un repas, d'un verre de vin, du soleil sur la peau, enfin tout ce que je décris, la perception des 5 sens, tout doit être inspiré de sa propre vie. Alors ça m'a donné une énergie, une fluidité pour écrire absolument incroyable, en dehors bien évidemment de quelques nœuds et de quelques blocages. Mais ça a été assez fluide. Et puis ensuite il y a eu tout ce process. Donc c'est un parcours émotionnel, l'écriture d'un livre et ce qui s'ensuit. C'est-à-dire parce que pendant l'écriture du livre, on vit avec ses personnages, donc on vit un peu dans sa bulle. Alors qu'on a une femme, on a des enfants, on a des collègues, on a des amis, de la famille, donc on est obligé on peut pas rester dans cette bulle. Mais on vit avec ses personnages et je me rappelle, Arnaud est un de mes personnages, Nala est un autre de mes personnages, mais je me rappelle en ce qui les concerne eux ou d'autres, d'être dans la voiture et à me demander, tiens Arnaud, il est où en ce moment, il fait quoi, il est habillé comment, il est avec qui? Donc vraiment de vivre en permanence avec ces personnages. Ensuite la chute et on quitte ces personnages, ça c'était moins difficile que je pensais. Puis ensuite le livre est publié. Puis ensuite il y a le retour, il y a les premiers lecteurs. Ça marche bien, on en a fait 1500, on est en rupture de stock pratiquement partout, on est en réimpression. C'est aux éditions Slatkin, c'est ça? Slatkin, ouais. Et donc,
viennent ensuite les questions. La presse, la radio, la télé, les grands journaux. Radio Cité. Et dont Radio Cité, bien évidemment. Je garde le meilleur pour la fin, les autres, je les ai déjà faits. Ce matin, j'étais sur LFM à 7h, en direct. Et ensuite viennent les questions. Et les questions, la première question qui vient, bien évidemment, c'est est-ce que c'est une autobiographie ? Est-ce que c'est une biographie ? Est-ce que vous voyez, une biographie ? Une autobiographie ? Non, c'est pas une autobiographie. Sinon, je dirais je. Maintenant, est-ce que, en partageant le making-of de mon livre, à savoir en expliquant de manière même assez détaillée selon les circonstances la manière dont j'ai écrit, je ne peux pas ne pas reconnaître qu'un roman transpire son auteur. Et que pour l'auteur dans l'émotionnel dont je parlais, c'est une véritable rencontre avec soi-même. Parce qu'on écrit, on met en scène certains moments vécus et chaque moment a son énergie. Donc, des questions que j'ai eues et qui m'ont fait moi me poser des questions que je ne m'étais pas posées, c'est de dire, mais dans ce livre, où se trouve Patrick Delarive ? Est-ce qu'il est derrière tel et tel, derrière tel et tel, derrière tel homme, derrière tel personnage, derrière telle femme peut-être, derrière telle situation ? Et ma réponse, ça a été oui ou non, par moment ou pas. Est-ce que je m'identifie dans Arnaud et dans son père manipulateur ? Peut-être à la seconde où on parle, et dans 5 minutes, je m'identifierai à quelqu'un d'autre. Donc, dans tout ce livre, dont l'histoire, je vais la résumer en quelques minutes, c'est un jeune homme d'une 30aine d'années, élevé par sa mère, dite mère célibataire, parce que son géniteur est quasiment inexistant, qui vit à Paris et qui un jour reçoit un appel étrange d'un avocat genevois qui lui dit « Je dois vous voir d'urgence, votre père est décédé ». Il lui remet une montre avec un code alphanumérique en lui disant que s'il découvre la signification de ce code, il sera à la tête d'une fortune absolument colossale. Et ce jeune homme qui s'appelle Arnaud laisse tout tomber de manière totalement spontanée et va parcourir le monde en passant en quittant Paris, en se retrouvant en Suisse, à Neuchâtel, à Gstaad et à Genève, Londres, le Vatican, le Maroc et Los Angeles pour terminer. Donc ce qui te ressemble dans tous les cas sont les trajets, les voyages, parce que sont des endroits que tu as connus et que tu fréquentes encore. Alors tous les endroits que je décris dans le livre, et par logique, par rapport à ce que je disais avant, tous les endroits que j'ai décrits, que ça soit un hôtel, un restaurant, un trajet de l'hôtel à l'aéroport, un avion, une compagnie d'aviation, un aéroport, un Airbnb, etc. Tout ça, ce sont des endroits où j'ai été. J'ai été à une ou deux exceptions près, où j'ai fait un travail de recherche. Et dans tous ces endroits, dans tout ce que j'écris, il y a une description minutieuse de chaque endroit. Ce qui fait que le lecteur, et c'est ce qui peut-être touche les gens, le lecteur va être transporté dans le moment, va voir les images qui passent devant lui. Il y a quand même des chances que les endroits que je décris sont des endroits dans lesquels il a été. Il va réaliser que c'est fait avec une telle précision et un tel sens du détail. Quand Arnaud arrive à l'aéroport de Gatwick et qu'il prend l'avion pour Rome, c'est le gate qui est correct, c'est la compagnie d'aviation qui est juste, le numéro de vol est précis, le siège dans l'avion est exactement juste, la sortie, etc. Donc le lecteur qui va se retrouver quelque part dans une expérience que je décris, par analogie, il va être convaincu, et à juste titre, du reste, que tout le reste est précis. Donc en fait, il y a un voyage, dans ce livre, il y a 3-4 portes d'entrée, et la première porte d'entrée, c'est l'argent, et tout ce qui est autour de l'argent. Donc je donne aussi de l'information en 2 mots sur la finance, de manière très vulgarisée, très simple, sur la différence entre une action nominative au porteur, sur le fonctionnement du système bancaire, sur les modèles de transaction, sur la manière dont les flux fonctionnent chez les diamantaires, enfin tout un tas de choses de ce type-là. Il y a une porte d'entrée par la finance, il y a une porte d'entrée par l'amour, il y a une porte d'entrée par le voyage, et dans tout ça, il y a le relationnel. Il y a le relationnel de mon héros avec ses différents protagonistes, avec sa mère, avec son père, avec sa femme, avec ses compagnes, avec des amis. Et en fait,
en lisant ce livre, on a en permanence, j'ai l'impression qu'on a en permanence, partout, quelque part, ici et là, un reflet de soi-même. Et c'est ce qui plaît. Si vous achetez un livre aujourd'hui et que vous commencez à lire, combien de livres j'ai acheté, je lis les 3 premières pages et je le ferme. C'est pour ça que c'est jamais un problème d'acheter des livres qu'on ne lit pas. Mais parce qu'au moment précis, il ne va pas refléter quelque chose de moi qui me touche, mais peut-être dans 6 mois, ça sera le cas. Donc il y a tout un parcours et avec beaucoup d'action et beaucoup de tension. Une tension au sens figuré et propre par moment, mais propre et figuré, une tension de type sexuel qui tient le lecteur en haleine, me dit-on. Alors moi, je ne sais pas quand c'est que je vais lire cet ouvrage, parce qu'en ce moment, je suis très occupé. Je vais partir avec Marie-Claire, ma femme, se reposer un petit peu dans la péninsule ibérique. D'ailleurs, pour être aussi précis que toi, là, ça fait bientôt 1 heure, et tu m'as dit que tu n'avais pas plus qu'1 heure. Est-ce que je demande à ma femme de nous préparer un petit thé Non, je veux bien un verre d'eau. Un verre d'eau. Un verre d'eau, ça me va très bien. Marie-Claire, tu peux nous servir un verre d'eau, s'il te plaît? C'est gentil. Merci. Bonjour Marie-Claire. Voilà, tu vois, on est dans le monde spontané ici. On est vraiment spontané et on ne va pas faire de montage, donc tout y sera. Donc ce livre, je ne sais pas si je vais le lire tranquillement à la montagne, quand je suis avec des bergers dans une réserve naturelle à 1000 mètres d'altitude. Dans quel contexte tu me proposes de lire ce livre pour que je sois vraiment à l'aise? Je prends ça un petit peu comme une bonne recette. Et puis, je suis sûr que c'est excellent à déguster, mais il faut être au bon endroit. Je le déguste où, ce livre? Je crois que c'est très très personnel. Moi j'aime les contrastes, donc moi ça me pose pas un problème d'être à la montagne et dans le calme, la sérénité et dans des paysages inspirants, et puis d'aller chercher un contraste dans un moment de lecture. Je pense qu'un livre, il faut l'ouvrir, il faut se lancer dans la lecture. Et si c'est le bon moment, tu le termineras en 1 journée. Et si c'est pas le bon moment, tu le mettras de côté et peut-être tu liras jamais. Ça m'étonnerait. ça m'étonnerait vraiment. Je te cherche un peu en disant ça. Non, mais je me suis posé réellement la question en rapport de ce que tu me racontes de l'histoire, de tout ce qui se développe dans ce livre et par rapport à l'image de ce que je me fais. Moi, je me rappelle c'est du reste une de mes sources d'inspiration, ce sont les SAS de Gérard de Villiers. Ah, moi aussi. Alors là, c'était précis. Que je lisais entre 20, je lisais ça très précisément entre 25 et 30 ans, quand mes enfants étaient petits. Et quand il y avait peu de moments de répit, parce que ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et quand j'avais ces moments de répit, j'ouvrais un SAS et j'étais dans une description absolument méticuleuse de chaque endroit. J'étais avec... je voyageais à travers le monde. Il y avait de l'amour, il y avait de la sensualité, il y avait de la beauté, il y avait de l'action. Il y avait de l'énigme aussi. Et je pense que si tu as aimé les SAS, oui. Tu vas aimer mon livre et que tu vas retrouver certaines choses de ça. Alors, tu me demandes quand est-ce que c'est le meilleur moment pour lire ce livre? Je te repose la question, c'est quand lisais-tu les SAS? Alors, les SAS, je les lisais généralement les soirs où j'étais un petit peu trop crevé pour sortir en boîte ou que j'avais un peu festoyé et puis que j'avais envie de voyager sans aller trop loin. La prochaine fois que tu n'as pas envie de sortir en boîte, prends mon livre. Bon, alors ok, je le lis ce soir. Écoute, Patrick Delarive, donc c'est un grand plaisir que d'avoir partagé ce moment avec toi. Marie-Claire vient de nous servir à boire. On a bien discuté. Je crois qu'un petit coup d'eau, ça va nous hydrater un petit peu. J'espère qu'on aura l'opportunité de se revoir un moment que nos chemins de vie vont se recroiser, parce que ce sont des moments de partage que je suis tellement heureux de pouvoir également partager avec nos auditrices et auditeurs.
On va donc trouver le livre de Patrick Delarive, L'extraordinaire vie, mort du père d'Arnaud Morel aux éditions Slatkin. Et puis, il est encore trouvable ou il faut refaire une édition? Non, il est disponible dans toutes les librairies, en Suisse, en France, sur toutes les plateformes. En France, mais c'est rare quand on édite en Suisse de se trouver en France. Alors, il est disponible, il n'est pas présent, il n'est pas placé dans les librairies, mais il est disponible. Alors, donc, si quelqu'un en France rentre dans une librairie et donne la référence du livre Patrick Delarive, L'extraordinaire mort du père d'Arnaud Morel chez Slatkin, le livre sera commandé et disponible en quelques jours. Puis j'en profite pour vous dire que le 7 avril à 17h30, je serai chez Payot Cornavin pour une dédicace. Mais c'est magnifique. Et ben voilà. Donc, entre quatre yeux, on peut rencontrer Patrick Delarive à cette époque-là. Encore une fois, un grand merci. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite le meilleur du monde. Merci la vie et puis à tout bientôt. Merci beaucoup pour ce très bon moment. Merci la vie.